Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club, votre émission consacrée au foot anglais. Comme d'habitude, nous allons préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera la 36e journée. Le suspense est toujours là, présent, bien entendu, à tous les étages du classement. Et notamment en ce qui concerne cette fameuse lutte pour le titre. Salut Fred. Salut. Tout va bien ? Très bien. Julien. Salut Phil. Salut, tout va bien ? Super. Avec nous aussi, comme d'habitude, Christian qui est à distance avec nous, avec sa base de données vision du jeu pour des analyses chiffrées toujours plus pointues. Hello Christian, tout roule ? Bonsoir messieurs, tout va bien. Le verdict dans la course au titre se rapproche forcément, puisqu'on va jouer la 36e journée. Pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours incapable de dire ou de prédire qui va être champion. La seule chose qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, ce ne sera pas Liverpool, mais Arsenal ou City. Fred ? Malheureusement, City, je pense. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'on a envie d'un peu de diversité, on a envie d'un peu autre chose, quoi. Ils surdominent tout depuis tellement longtemps que ça en devient un peu usant comme leur football d'ailleurs. Grand respect pour le travail fourni, mais on aimerait bien un peu que ça change, quoi. Voilà. Et je ne vois pas comment cette équipe, il leur reste 4 matchs, c'est ça, 3 ou 4 matchs, je ne vois pas comment ils pourraient gaspiller des points. Mais je déteste les pronostics de 1 et de 2. Le football anglais est tellement exceptionnel que tout peut arriver. 1 point de retard. Fred dit City, je veux dire Arsenal. Un point de non, parce que je pensais, c'est peut-être à Tottenham que ça va se jouer. City a un déplacement Fulham et Tottenham, ça sera peut-être le moment charnière. On rappelle le classement, 1 point de moins pour Manchester City, mais un match de retard aussi par rapport à Arsenal. Ce sera chaud jusqu'au bout, une lutte sans merci entre ces deux équipes, une lutte fratricide aussi entre deux entraîneurs espagnols qui se connaissent bien, Arteta et Guardiola. On va parler de ces matchs et de ces équipes extraordinaires dans un petit instant. Avant cela, comme d'habitude, voici les plus beaux buts du week-end dernier. Gallagher goes for it. Boy, they can. Superb from Conor Gallagher. And Antonio. West Ham back on terms. Oh, it's a gift for Anthony, who has support from Fernandes. And Anthony's through and scores! Ignore it. Swept by Lamina. He's not going to be denied this time. Unai! It is left for Gordon to float it in. Gibbons round the back. And Madueke. Chelsea are back in it. Might go all the way. And Wilson. Deux beaux buts, comme d'habitude, ce week-end. Les Belges n'ont pas marqué, mais Castagne a donné un assist et De Bruyne a donné 2 assists sur le terrain de Nottingham. On en reparlera évidemment de Kevin De Bruyne dans quelques minutes. Les faits marquants, les voici. Et c'est vrai qu'on en parle aussi depuis le début de la saison. Julien, on marque toujours énormément en Première Ligue et notamment aussi dans les fins de match. Et oui, notamment avec cette dernière stat, les buts marqués dans le temps additionnel. C'est quand même 52 de plus que la saison dernière. Oui, mais le temps additionnel a triplé aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, on a les 3 promus, c'est quand même des machines à encaisser, donc ça explique sûrement cela aussi. La faiblesse défensive des 3 promus est assez alarmante. D'ailleurs, ils risquent quand même de faire la culbute. On parle des buts dans le temps additionnel. Moi, je pense immédiatement aussi, c'est pas la Première Ligue, mais à Leverkusen, qui en marque énormément. Il mériterait presque d'être en Première Ligue avec un tel bilan. Ouais. Allez, pour en revenir à la Première Ligue, on est quasi sûr aussi d'avoir 1 ou 2 Belges champions d'Angleterre, puisque City a Kevin De Bruyne et Doku, et puis Arsenal, on a Trossard qui fait également une super saison. Et cela nous amène tout naturellement à la première affiche du week-end, match qui va opposer Arsenal à Bournemouth. Snapshot into the top right-hand corner. And he's found the near post. Arsenal-Bournemouth, ce sera le match d'ouverture de la 36e journée, samedi à 13h30. En principe, ça ne devrait pas poser de problème pour les Gunners, même si tout est toujours possible et il faut être prudent. Mais
À l'inverse de la saison dernière, cette équipe d'Arsenal ne lâche rien ou quasi rien. 40 points sur 45 en 2024, Julien. C'est énorme, c'est exceptionnel. C'est vrai, mais vous faites bien de faire la référence avec la saison dernière. On se souvient, ils avaient été menés très tôt dans la rencontre face à Bournemouth, 0-2. Et Arsenal avait trouvé, on va dire, le caractère pour finir sur une victoire à 3-2. Il y avait une énorme erreur de Ramsdale. Donc j'espère que cette saison, Arsenal va logiquement faire le nécessaire pour tuer le match dès la première mi-temps. Une petite info qui me semble importante, Arsenal c'est un sans faute face aux 7 derniers du classement. 30 points pris sur 30, il reste juste à recevoir Everton pour confirmer un 36 sur 30. Donc a priori, Bournemouth c'est juste au-dessus. A priori, cette saison, Arsenal fait le sans faute face aux équipes de bas de tableau en déplacement et à l'extérieur et à domicile. Et pourtant, les Gunners n'ont pas leur sort entre les mains. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Arsenal qui s'est imposé 2-3 le week-end dernier à Tottenham, on les attendait au tournant dans ce fameux derby du nord de Londres. Bon, ils n'ont pas dérapé, Fred, mais c'était un drôle de match quand même. Hein. Ouais, ça a été très très chaud. Ils se sont appuyés sur leurs points forts, c'est-à-dire les phases arrêtées face à un adversaire qui s'en fout. C'est leur entraîneur qui le dit. Hein. Moi, je ne travaille pas les phases arrêtées, je m'en fous. Postecoglou, et c'est pour ça qu'il est génial et extraordinaire dans le sens littéral du terme. Mais oui, non, c'était un écueil terrible à passer. Ils l'ont fait assez... Enfin, c'était quand même bon. Hein. Ok, moi je trouve que c'était vraiment très très bon, même si toutes les circonstances du match leur ont été favorables. Et ça, c'est peut-être un indice que jusqu'au bout, tous les indices vont être avec eux. Christian, on va revoir avec vous les images de ce match. Et comme on en parlait ici un instant, comme toujours aussi avec Arsenal, on parle de phase arrêtée. Oui, on avait évoqué que quand il y avait des périodes un peu plus difficiles, il fallait essayer de gagner des matchs 1-0. Ils en ont fait plusieurs, 4 ou 5 cette saison. Quand ils ont commencé à dérouler depuis 2024, ils n'ont plus besoin de ça. Et c'est tout être très facile. Et par contre, quand il y a des matchs un peu plus compliqués ou des matchs avec des derbies où c'est très tendu, voilà, il y a toujours les phases arrêtées puisque c'est les meilleurs dans le domaine depuis le début de la saison et surtout sur corner. Alors voilà, vous avez fait un magnifique sujet dans l'Europe des 11 pour expliquer un peu le processus, le travail qui est fait. Et on a vu aussi 2 fois Nicolas Jauvert sauter du banc quand ils ont marqué. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même une continuité dans le travail. Et voilà, ils ont fait rapidement la différence. Et voilà, après c'est un peu plus chaud, mais on verra pourquoi un peu plus tard avec les reconversions rapides où il faudra quand même se méfier pour la fin de saison. Sur les 2 buts d'Arsenal sur coup de coin, effectivement, on l'a démontré dans l'Europe des 11, Fred, il y a faute, hein. Ben oui, mais il y a des fautes, un blocage de White. Sur toutes les phases arrêtées de tous les matchs du monde, j'ai envie de dire, il y a des fautes, bien sûr. Et voilà, les joueurs, ils jouent avec ça. Je veux dire, le football est, je pense, le sport où on triche le plus. Et c'est le plus facile de tricher. Dans un rectangle, vous êtes à 20, 21, et il y a moyen de tricher à chaque action. Sauf que White le fait magnifiquement bien, puisqu'il commence à tricher, à perturber un gardien alors que le ballon n'est pas parti. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand le ballon part, là, il s'éloigne. C'est très difficile d'aller lui siffler une faute. Oui, voilà, vraiment, c'est très très bien exécuté. Ça confirme que ça vaut la peine de donner un salaire à un mec qui ne fait que ça, c'est-à-dire travailler les phases arrêtées. Donc ils ont bien raison d'en profiter. Et quand c'est bien exécuté, ça donne une équipe qui en marque des tonnes, quoi. Voilà. Christian, c'est du travail, hein, les phases arrêtées du côté d'Arsenal. Les Gunners sont extrêmement efficaces là-dessus. Et ça met régulièrement les adversaires et les défenseurs en difficulté. Oui, c'est ça aussi. C'est le même principe que quand on utilise des centres au cordeau dans la zone optimale. On sait que la défense doit défendre dans le sens de son but et parfois, le défenseur en intervenant, en essayant de tacler, il met le but au fond, il met le ballon au fond de son but et il marque contre son camp. Et bien ici, les corners sont tellement bien donnés qu'ils poussent aussi l'adversaire à la faute et ils ont déjà bénéficié cette saison 3 fois d'un but contre son camp sur corner. Donc c'est la preuve que ces phases deviennent de plus en plus importantes, qu'on doit faire un travail sur des combinaisons travaillées, mais qu'on doit aussi pousser l'adversaire dans son aspect défensif à marquer contre son camp, parce qu'on peut bénéficier de ça. C'est pas un hasard s'il y a des autobuts sur les phases arrêtées. Il faut un bon frappeur aussi, ils en ont, Saka notamment.
Oui, Saka et maintenant il y a Declan Rice aussi Rice, de l'autre côté. Ouais. Ils sont tous rentrants du côté d'Arsenal, c'est une évidence. Mais je pense qu'ils doivent vraiment en profiter cette saison parce que c'est pas possible. On l'a encore vu sur le premier exemple ici. Je veux dire, White fait une faute, mais incroyable. Déjà, si tu empêches le gardien de faire son boulot dans son petit rectangle, tu as déjà gagné beaucoup. Et donc voilà, mais comme vous le disiez à juste titre, le botteur du coup de coin a un rôle mais prépondérant. Et c'est inconfortable pour toutes les équipes face à Arsenal parce que il peut y avoir tellement de combinaisons différentes, mais je veux dire, quand on voit ça, on le sait, donc on regarde que ça. Moi, je regarde que White, il y a faute à chaque fois. Ouais. Mais voilà, donc c'est soit au VAR, soit au... Ça va commencer à se savoir, et voilà. Le problème, c'est que toutes les équipes essayent aussi, mais eux le font mieux que les autres. Ils trichent un petit peu mieux que les autres, voilà, c'est ça, parce que ça se voit moins, c'est ça peut-être. Ouais. Bon, ben voilà, les phases arrêtées, 29 buts quand même marqués par Arsenal cette saison sur phases arrêtées, c'est énorme. Christian, Arsenal a aussi la meilleure défense de Première Ligue, 28 buts encaissés. Mais vous nous dites quand même, attention aux transitions rapides de l'adversaire, c'est ça ? Oui, il y a un petit bémol dans ces performances défensives, c'est que quand même sur ce mois d'avril, ils ont pris 2 buts contre Aston Villa et ça a été une défaite, et 2 buts, ils ont pris contre Tottenham. Et il y a un point commun, c'est que dans ces 2 matchs, ils ont subi une transition rapide. Alors c'est normal, on sait que c'est une équipe qui va jouer très haut, qui aime bien ce jeu dominant placé, d'atteindre cette zone optimale. Mais voilà, il faut malgré tout, il faut pouvoir contrer en fait le point positif que l'adversaire peut utiliser, c'est la transition rapide. Ici, on l'a vu sur la passe de Tielemans, et Watkins était directement en profondeur, ses buts. Et puis aussi, il y a les sorties de balles. Et voilà, c'est malheureux, il faut faire attention, mais ce sont des buts gratuits, je vais dire, pour l'adversaire. Et quand on encaisse 2 dans un match, il faut en marquer 3. Alors, ils ont réussi contre Tottenham, ils n'ont pas réussi contre Aston Villa. Donc, sur ce mois d'avril, dans ces 2 matchs, c'est 3 sur 6 seulement, c'est que 50% des. Il faut faire attention à ce genre de phase. Oui, on sera attentif face à Bournemouth, qu'il n'y ait pas d'erreur de gardien, qu'Arsenal ne se tire pas encore une balle dans le pied dès le début de match, comme au match de la saison dernière. Arsenal a perdu 10 points à domicile, c'est autant que City, c'est autant que Liverpool. C'est assez marrant que les 3 équipes sont au même niveau. C'était 2 défaites, West Ham et Villa, et puis les 2 partages, Tottenham-Fulham. 10 points de perdus à domicile, ça reste quand même un beau bilan, et je pense qu'à mon avis, a priori sur papier du moins, c'est vrai qu'Arsenal est grand favori. Ouais. Meilleure attaque Arsenal, meilleure défense, 8 buts encaissés seulement en 15 matchs en 2024, hein. C'est rikiki, c'est magnifique. Ouais, c'est des stades de champions. Mais la Première Ligue est tellement exigeante qu'il y a encore City. Voilà. C'est des stades de champions haut la main. Normalement, dans un autre championnat, ils ont 10 points d'avance sur tout le monde. Mais ici, en Première Ligue, il y a Liverpool, il y a City, donc il y a encore du suspense. Alors, à l'Emirates, samedi, il y aura donc cette équipe de Bournemouth. C'est une équipe de milieu de classement, 10e. C'est pas mal pour une équipe dont les moyens ne sont pas énormes. La saison passée, Bournemouth, ils étaient 15e, Julien. J'ai un bémol, comme dirait Christian, directement. Et il va en parler aussi un petit peu plus loin, mais je me suis attardé là-dessus. Seuls les 7 premiers de Première Ligue, les 7 premiers sur 20 clubs sont dans le vert. Tous les autres sont dans le rouge. Bournemouth est dans le rouge avec son bilan. Ils n'ont pas la moitié des points. Il y a eu 105 points mis en jeu jusqu'ici. Ils n'ont pas la moitié du bilan. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un nivellement par le bas. Quand même, les équipes de milieu de tableau, je pense à Brighton, Bournemouth, Wolverhampton, ces équipes qui gagnent, qui perdent, qui gagnent, qui perdent. Il n'y a aucune constance. Fred a dit, le bas de tableau, c'est catastrophique. S'il n'y avait pas les problèmes financiers, les 3 descendants seraient déjà en relégués. Il n'y aurait plus aucun suspense. Donc il y a quand même, il faut le noter aussi, une Première Ligue qui s'est peut-être un peu affaiblie. Ça reste quand même le championnat le plus extraordinaire du monde. Mais je veux dire, on a toujours dit, c'était quoi le discours par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne. Oui, mais quand tu vas à Brighton, quand tu vas à Nottingham, tu risques de perdre. Si tu aimes City, c'est un peu moins vrai cette saison. Pour en revenir donc à Bournemouth, Andoni Iraola, il fait quand même du bon boulot. 2 victoires d'affilée pour les Cherries, 0-1 à Wolverhampton et 3-0 contre Brighton. Et Christian, ce week-end, à l'Emirates, on aura un duel d'entraîneurs espagnols. Il y en a quelques-uns. Oui, alors en regardant les résultats de Bournemouth pour voir évidemment qu'est-ce qu'il faut finalement pour terminer 9e en Première Ligue, il faut seulement 2 victoires contre le top 10, top 11. C'était Newcastle et Manchester United. Manchester United dans une mauvaise passe. Donc il ne faut pas grand-chose finalement. Il faut vraiment toujours battre ceux qui sont en dessous de soi, mais ça vaut aussi pour Manchester City, ça vaut aussi pour Arsenal. On l'a vu dans les
les saisons précédentes. Et ici, je me suis dit, ben voilà, est-ce que je voudrais voir quel est le bilan qu'il a contre les autres entraîneurs espagnols de Première Ligue. Eh bien, le résultat n'est pas terrible puisque c'est 1 point sur 15, donc il a pris 7% des points. Donc, pourtant, il a fait un travail remarquable quand il était au Rayo Vallecano. Il faut savoir qu'il a fait toute sa carrière quand même comme joueur. C'était un Basque à l'Atlético Bilbao. Et puis, bon, il a quand même travaillé avec Bielsa et tout ça. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a des idées. Il met quand même des choses en place. Et on va le voir un peu plus tard aussi dans le modèle offensif. Mais c'est quelqu'un qui sait mettre une défense en place, surtout quand c'est 0-0 et profiter des transitions rapides. Bon, les matchs face aux autres entraîneurs espagnols, c'est un petit peu pour l'anecdote. Bon, il n'a pris qu'un point, mais c'est normal, il n'a pas les mêmes moyens que Guardiola, Arteta, voire Emery. Ben évidemment, c'est contre des cadeaux. Oui, forcément. Enfin, ce qui compte, c'est que ce mec, il est réussi enfin à faire passer son message. Je me souviens du début de saison assez difficile. Puis maintenant, c'est vrai que son football est quand même assez spécifique. C'est un mélange de zones. Et dans certaines zones du terrain, c'est l'individuel. Donc, à mon avis, il faut du temps pour que les joueurs assimilent ça. Mais depuis, moi, ça m'épate parce que le peu de moyens qu'ils ont... c'est pas mal. Et ils ont retrouvé leur buteur, Solanke. Ah oui, quand tu as un buteur, ça te facilite une saison. On va en reparler évidemment de Solanke. Bournemouth, c'est la 11e attaque de Première Ligue, 52 buts marqués. Sur quel type de phase les Cherries sont-ils les plus dangereux, Christian ? À l'image de ce que Fred vient d'expliquer, donc il y a un pressing qui est organisé, parfois c'est en zone, parfois il y a une prise en individuel. Ça ressemble un peu parfois à du Bielsa dans l'aspect défensif. Et donc il profite en fait, il pousse l'adversaire à la faute. Et il profite beaucoup des mauvaises sorties de balles adverses, et notamment avec Solanke qui est évidemment en point de mire à la fin pour pouvoir marquer ces buts-là. Mais en fait, ils ont déjà marqué 15 buts sur transition rapide. Donc, il faudra faire attention par rapport à ce qu'on a expliqué avec Arsenal un peu plus tôt, qui a encaissé des buts comme ça récemment. Il ne faudra pas trop jouer avec eux parce qu'en fait, ils sont vraiment très forts. Ils ont déjà 11 buts marqués sur des mauvaises sorties de balles adverses. Donc, il pousse l'adversaire à la faute. Il a fait un peu ça comme ça aussi quand il était au Rayo Vallecano. Il y avait cette même organisation. Comme dit Fred, il a eu des difficultés en début de saison. Maintenant, il commence un peu à imprimer sa philosophie, à l'imposer. Et donc, il faudra faire vraiment, vraiment attention à ces transitions rapides parce que ça va faire mal. L'homme fort, on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est Solanke. Fred, vous en avez parlé. Il a marqué 18 des 52 buts de Bournemouth. 18 buts, c'est seulement 3 de moins que Haaland. Il faut le faire dans une équipe comme Bournemouth. Oui, parce que, je veux dire, Solanke n'est pas servi comme Haaland. Oui. Haaland, il n'y a pas de Bruyne derrière. C'est aussi une machine à chiffres pour ses coéquipiers. Je veux dire, bon, c'est un peu moins bien cette année, mais ce garçon, en général, quand il a un bon ballon, il la met au fond. Donc, il faut en tenir compte aussi. Donc voilà, il est complètement retrouvé. Je rappellerai quand même que Solanke, c'était un grand espoir de ce foot anglais. Bon, il a une carrière maintenant. Il est à Bournemouth, à mon avis, il ne va pas y rester. Donc... Non, grand respect à lui, parce que c'est une équipe qui n'est pas au niveau de pourcentage des passes réussies, c'est pas terrible du tout. Donc il fait beaucoup avec très peu. Mais on vient de le voir aussi, c'est inhérent au football que leur demande leur entraîneur. Pour un attaquant, récupérer le ballon aussi haut, c'est du pain béni. On verra ce que on l'avait annoncé à Tottenham déjà au mercato d'hiver, donc c'était vraiment un miracle qu'ils soient encore là. Moi, je trouve dommage qu'ils n'associent plus avec Philippe Billing, qui je trouve un joueur. Ces deux-là s'entendent en plus à merveille, et Billing n'a plus du tout de temps de jeu, et c'est dommage parce que ces deux-là étaient vraiment puissants. Christian, vous voulez intervenir ? Oui, juste pour une observation, par exemple, les particularités de ces équipes du milieu de classement. On l'avait vu à l'époque avec Southampton, avec Ings, on le voit avec Michael Antonio à West Ham, on le voit maintenant avec Solanke à Bournemouth. Ce sont toutes des équipes qui sont obligées de se reposer sur un attaquant très performant. Et donc, c'est un peu la difficulté par rapport aux autres équipes où ils ont plus d'options, c'est qu'en fait, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde et il faut avoir des options différentes quand on joue plus haut. Ben là, en fait, on sait quand même que ces équipes de milieu de classement, ils sont là pour marquer 10, 12, 15 buts par saison et donc ils sont très importants. Arsenal a la meilleure défense. Arsenal ne peut pas concéder un but aujourd'hui, ce week-end de Solanke, c'est pas possible. Ils le savent, donc à eux de faire le boulot. Ok, match aller, c'était une victoire des Gunners, 0-4. Voilà pour cette rencontre-là. On va passer maintenant à l'autre candidat au titre, Manchester City, qui accueille Wolverhampton.
City face à Wolverhampton, ce sera samedi à 18h30. Une équipe de City qui ne lâche rien, ou quasiment rien non plus. Un point de retard sur Arsenal, mais un match de retard aussi, ce qui veut dire que les Citizens ont leur sort entre les mains. Eux, psychologiquement, c'est quand même un avantage. Au-delà du côté arithmétique. Pas de doute, hein. Ouais. Ils jouent après, mais ils s'en foutent parce qu'ils écrasent tout le monde. Ils savent comment ça marche. Ils l'ont fait plusieurs saisons de suite. On verra. City, Christian s'est imposé le week-end dernier à Nottingham Forest et on a vu à nouveau un super Kevin De Bruyne, 2 assists supplémentaires. Il est tout simplement phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot, Christian. Mais chaque fois qu'il faut préparer quelque chose sur Manchester City, c'est le premier réflexe, c'est de voir quelles sont les performances de Kevin De Bruyne. On aime tellement regarder ce qu'il fait et comment il parvient à délivrer ses passes. On l'a vu aussi contre le Real Madrid, il a donné des corners extraordinaires. Et bien ici, c'est pareil. Il est là, il pense plus vite que les autres, il voit plus vite que les autres, il se positionne toujours de telle manière à ce que la passe serait facile, et puis en plus quand il retrouve en fait cette complicité avec Haaland, alors ça fait mouche comme le week-end passé. Il y a eu malheureusement pour lui cette fameuse blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 5 mois. Il faut prier le ciel qu'il ne se blesse pas. L'Euro arrive. Là, maintenant, il est au top. Il faut qu'il garde ce rythme-là. Il faut aussi prier pour 2 choses, qu'il ne soit pas blessé et qu'il a envie de jouer l'Euro. Ah, ouais. Rappelez-vous la Coupe du Monde, excusez-moi, mais il a plombé la Coupe du Monde de la Belgique. On a tout de suite senti dans son expression corporelle, enfin c'est l'impression que j'ai eue, ce n'est que mon avis, qu'il n'avait pas trop envie d'être là. Et ça a plombé notre Coupe du Monde. Donc qu'il soit en bonne santé, qu'il a envie, et la Belgique va gagner facilement cette l'Euro. Ben oui, c'est une évidence. Ben oui, évidemment. On verra bien, on en reparle. Qui sait. Pour revenir à Manchester City en général, Christian, c'est une équipe ultra performante dans les top matchs. Par contre, contre les équipes... pas très performantes dans les top matchs, pardon, et contre les équipes moins renommées, on va dire, là, c'est quasiment parfait. On a souvent expliqué la différence entre le partage pour les équipes du top 5 et le partage des équipes qui jouent le bas de classement. Le partage en haut, c'est 2 points de perdus. Le partage en bas, c'est 1 point de gagné. Et vous allez le voir sur l'infographie. Contre les équipes du top 5, c'est seulement qu'une victoire. Donc ça prouve en fait, et c'est un peu l'image d'Arsenal. Je crois qu'Arsenal a une victoire de plus seulement aussi contre le top. Mais ça prouve en fait que c'est pas dans ces matchs-là que le championnat se gagne, c'est plutôt dans le sans faute contre les équipes du bas. Et voilà, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire la saison passée. Je crois qu'en déplacement la saison passée contre le top 9 ou le top 10, ils avaient 8 matchs sans victoire, Manchester City, mais malgré tout, ils ont été le champion. Et bien ici, c'est le cas. Il n'y a que 33% des points contre le top 5, mais contre tout le reste, ça se passe bien. À l'exception de Wolverhampton, on va le voir, puisqu'ils ont perdu, c'est le seul match perdu contre les équipes du bas. C'est assez étonnant, parce que quand on dit Manchester City, meilleure équipe du monde, on se dit, ils renversent tout. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. On l'a vu, le 0-0 face à Arsenal, comme le dit Christian, finalement, on voit que ces 2 équipes se sont dit, allez, c'est pas ici que ça va se jouer, on continue, et ce 0-0 est un peu tristouné. Donc, Christian... vous nous le disiez, l'une des 3 défaites de City cette saison, c'était effectivement au match aller. C'était le 30 septembre. On va revoir avec vous les images de ce duel-là. Oui, mais c'était la grosse surprise du moment. Ils ont toujours cette possession de balle. Et puis, ils sont sujets à une transition rapide. Alors là, évidemment, Wolverhampton la joue très bien. Et puis là, ils l'ont pas, comme on l'a expliqué sur les corners, ils ont poussé. Je crois que c'est Ruben Dias qui marque contre son camp. Ils l'ont poussé à la faute, mais c'était quand même sur une transition. Alors après, il y a ce magnifique coup franc d'Alvarez pour pouvoir revenir dans le coup. Et là, on pense effectivement que Manchester City va dérouler et va gagner. Après, il y a de nouveau un ballon dans la profondeur, un peu un semi-jeu dominant rapide. Il y a des circonstances évidemment favorables à Wolverhampton, mais c'est aussi une des seules manières pour battre Manchester City. Il ne faut pas que lors de ce match de ce week-end, que les circonstances soient trop défavorables pour les Mancuniens. Sinon, ils risquent de perdre des points comme au match aller. Et oui, les Citizens se sont donc avertis. Wolverhampton est une équipe qui peut vous piéger, même si elle n'est que 11e. Oui, mais bon, ils ont eu énormément de blessés. Et moi, je voudrais quand même rappeler que cette équipe, on ne les met pas. Pourquoi ? Parce que cet été, ils ont perdu les 5 joueurs qui avaient le plus de matchs de Première Ligue. Les Moutinho, les Neves, les Cody, les Traoré, tout ça. Jiménez n'est plus là.
Et malgré tout, elle a su se réinventer avec Gary O'Neill, qui est un excellent entraîneur, qui a quitté Bournemouth pour venir du côté de Wolverhampton. Donc moi, j'adore cette équipe et je crois qu'elle est capable, sur un match, avec un peu de réussite, parce qu'elle a 2 buteurs. Elle a Wang oui, non, vous pouvez les citer, mais on va y Donc voilà, cette équipe m'épate parce que c'était vraiment pas évident de commencer une saison. On va quand même rappeler que O'Neill a été intronisé 5 jours avant le début du championnat, puisque Lopetegui s'est cassé. Voilà, donc voilà, je trouve que vu les circonstances, cette équipe, pour moi, c'est pas mal du tout son parcours. Équipe capable de faire tout, vraiment, en déplacement. On se souvient du succès à Tottenham. Et je pense que c'est... bon, après, je pense qu'en déplacement à City, il ne faut pas espérer. Mais néanmoins, ils sont capables d'un miracle. Ça fait partie des équipes qui sont capables, parce que Fred parlait des 2 joueurs offensifs, mais on peut rajouter, il y a vraiment une équipe de bons joueurs là-bas. On verra. Même, en plus, c'est une équipe qui peut s'aligner en toutes des contractions, puisqu'elle a vraiment... plus grand chose à espérer ou à craindre de ce championnat. Donc ça risque d'être intéressant. Christian, vous confirmez que les résultats de Wolverhampton contre le top 10, c'est quand même assez intéressant ? Oui, c'est vraiment, comme dit Fred, c'est le vent de fraîcheur et c'est vrai que l'entraîneur a fait beaucoup de changements par rapport à la philosophie qu'il y avait dans les dernières saisons. On a quand même eu Espirito, on a eu Lage, on a eu Lopetegui, donc c'était quand même tous des entraîneurs ibériques qui venaient avec un système de jeu, avec une mise en place défensive très rigoureuse et on jouait beaucoup de transitions, on marquait pas beaucoup de buts et lui, il est venu, il a commencé à être un peu plus ouvert, il commence à marquer des buts sur des jeux dominants placés, des centres et puis avoir 2 buteurs attitrés, comme vous l'avez mentionné. Et regardez la spécificité contre le top 10, c'est qu'ils ont gagné 6 fois et il y a 5 fois par 2-1 et 1 fois 2-4. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une constante dans les victoires et dans les scores. Et c'est surtout aussi intéressant de voir qu'ils encaissent à chaque fois, mais ils sont capables de marquer un but de plus que l'adversaire. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas du temps d'Espirito Santo ou de Bruno Lage ou de Lopetegui. Et là, je crois que c'est un vrai vent de fraîcheur et c'est bien qu'ils soient déjà sauvés à ce moment-ci de l'année. Comme ça, ils vont pouvoir préparer et être encore plus performants pour la saison prochaine. C'est pas mal, les résultats qu'on vient de voir. C'est magnifique. Et je vous dis, dans le contenu, à Tottenham, ils ont fait un vrai match d'équipe du top. Mais on le sait que cette équipe de Wolverhampton pourrait en fait jouer l'Europe. On le sait, en début de saison, on ne sait jamais ce que ça va donner la saison de Wolverhampton, mais c'est un noyau qui est taillé pour faire des résultats. Et on en a déjà un petit peu parlé aussi, il y a quand même 2 buteurs, 2 joueurs à tenir à l'œil, Christian. Le premier, c'est le Coréen Wang. Oui, il a été très performant dans la première partie de saison, et puis après, il est un peu moins, puisqu'il n'a marqué qu'un but en 2024. On va voir quelques buts qu'il a marqués. Effectivement, c'est aussi une bonne surprise et une confirmation d'un joueur qui vient d'Asie, où ils ont un potentiel énorme. C'est des travailleurs acharnés. Il n'y a jamais un problème. Ils sont au service du collectif parce que ça fait partie de leur culture. Et puis voilà, il est à hauteur de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire 11 buts cette saison. Donc il fait la part de travail, la part d'efficacité. Et il est un peu moins chatoyant en 2024, mais là, il a marqué le week-end dernier. On le voit justement ici avec ce but contre Luton, même si c'est une circonstance favorable avec ce tir dévié. Mais il est là, et pour la fin de saison, c'est bien de pouvoir l'utiliser pour le préparer à être encore plus performant la saison prochaine s'il reste à Wolverhampton. C'est bien de parler des joueurs offensifs, mais ne minimisons pas le travail de Mario Lemina, qui est pour moi l'un des plus beaux milieux de terrain de cette saison, et il est à Wolverhampton. Il fait une saison incroyable. On ne fait pas une équipe uniquement avec des attaquants. Bien sûr, ça, c'est sûr. Donc, Ilya Wang, il a marqué 11 buts cette saison, comme vous le disiez, Christian. Il y a un autre joueur de Wolverhampton qui a marqué aussi 11 buts, c'est le Brésilien Matheus Cunha. Oui, et lui, en fait, 22-2, c'est plus que les 18 de Solanke. Donc, c'est essayer de résoudre, en fait, les problèmes collectivement. Ça permet, quand un joueur est un peu moins performant comme Wang en 2024, l'autre est là pour compenser les buts à marquer. Il a déjà marqué 5 buts en 2024. Il est aussi un joueur très agréable à regarder. Aussi fait partie de ces équipes où il faut une efficacité qui est un peu au-dessus de la moyenne pour pouvoir être performant, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités comme les équipes du haut. Mais en tout cas, il remplit son rôle, et 11 plus 11, ça fait 22, c'est déjà pas mal à 2. Et on n'a même pas abordé Neto, qui fait une saison incroyable, souvent blessé. Donc il y a vraiment des bons joueurs. Cunha a raté 2 matchs, et comme par hasard, il marque
Wolverhampton a marqué beaucoup moins, quoi. Je crois qu'ils en sont à 5 buts sur leurs 5 derniers matchs. Donc ça dépend quand même beaucoup d'eux quand même à la finition. Ah ben oui, 22 buts sur les 48 marqués par Wolverhampton, c'est quand même un beau pourcentage. Hein. Et comme par hasard, ils sont tous les deux passés par la filière qui donne des ailes, là. Ce serait intéressant de voir un peu partout en Europe et dans le monde, tous les jours passer par Salzbourg, par Leipzig, parce que c'est quand même impressionnant tous les jours qui performent ailleurs une fois que tu es passé par là. Hein. Ouais. C'est très intéressant comme truc. Bah, Cunha, avant de débarquer à Wolverhampton en janvier 2023, si je ne m'abuse, il était à l'Atlético Madrid quand même. Hein. Ouais. Quarantaine de matchs là-bas, je crois. C'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais. Voilà, donc cette équipe pourra miser sur ces deux attaquants performants, mais voilà, pour aller à City... Possible, selon vous, quoi, qu'ils aillent chercher un petit quelque chose à City? J'y crois pas trop, mais... C'est dur. Non, oui, bien sûr. Parce qu'on parle de l'attaque, mais quand on va à City, il faut pouvoir défendre aussi. Hein. Ça, surtout défendre. C'est la première règle. Oui, bien sûr. Mais non, contre City, il faut tenir la distance d'un match. Quoi. Ce football vous use. Mais bon, à domicile, City, c'est comme les seuls vaincus. Je veux dire, ils recommencent à marquer énormément de buts. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Rêvons. Rêvons. Ah, il y a toujours l'incertitude du sport et du foot. Ça, c'est une évidence. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin déjà de cette émission. On va voir ensemble le programme complet des rencontres qui nous attendent ce week-end. On en a déjà un tout petit peu parlé dans cette émission. Il y aura vendredi Luton face à Everton. Luton qui lutte pour le maintien. Arsenal Bournemouth, on en a parlé. Goals of the Day, ce sera avec Burnley, Newcastle comme fil rouge. Important pour l'équipe de compagnie qui doit aussi essayer de se sauver. Manchester City, Wolverhampton, on en a parlé. Et puis le lendemain, Chelsea, West Ham, Brighton, Aston Villa. Un gros Liverpool-Tottenham. Parce que ça reste une belle affiche, même si Liverpool est un petit peu en difficulté. Tottenham doit essayer d'aller chercher la 4e place. Et puis, Crystal Palace face à Manchester United. Ça, ce sera lundi. Vous serez sur quoi, Julien? Sur Goal of the Day. Ah, voilà. Je viens de me rendre compte que je faisais City Wolverhampton. Je n'avais pas continuité, j'en parle depuis une demi-heure. Et je fais vendredi Luton Everton et j'en suis ravi parce que faire Luton, c'est une chance. Effectivement, c'est une équipe sympathique. Et, enfin, bon, elle est un petit peu en difficulté quand même. On verra. peut s'amuser quand même. Effectivement. Christian, vous nous rappelez l'application Discord et sur quel match vous serez ce week-end? Ouais, ça sera sur le top match de dimanche entre Liverpool et Tottenham. Je serai avec les abonnés. Peut-être que je me brancherai avec Julien et Philippe sur Goal of the Day aussi. Eh bien, on sera content d'être avec vous sur ces matchs-là. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore fait, que ce soit Instagram, Facebook ou X. Et donc voilà, on est parti pour un nouveau week-end de foot anglais. On vous souhaite à toutes et tous, merci Julien, merci Fred, et merci Christian. On vous souhaite à toutes et tous, bien entendu, une belle fin de semaine et un beau week-end foot sur nos antennes. À bientôt, bye bye. Ce week-end, soyez prêts pour la 36e journée de Premier League. Vendredi à 20h55, suivez Luton Town Everton. Puis samedi à partir de 13h25, retrouvez Arsenal face à Bournemouth. Dès 15h45, profitez d'un Goals of the Day avec le derby londonien entre Brentford et Fulham, mais aussi le déplacement de Newcastle à Burnley et la réception de Nottingham Forest à Sheffield United. À 18h25, Wolverhampton sera à Manchester City. Ensuite, dimanche, dès 14h55, autre derby londonien entre Chelsea et West Ham sur Woosport World 1. Au même moment, Brighton accueille Aston Villa sur Woosport World 2. Et à partir de 17h20 sur Woosport World 1, vivez l'affiche de cette journée, Liverpool-Tottenham. Enfin lundi, à partir de 20h55, Crystal Palace reçoit Manchester United. Excellent week-end de Premier League sur Woosport World.